Maintenant, après les heures de travail, j'occupe un petit peu du commerce, voilà, qui m'aide un petit peu à vivre. Et l'administration, elle tolère ça? Aussitôt qu'on est titulaire, donc on est agent administratif, là maintenant c'est interdit. Et vous continuez quand même? Mais on ne m'a rien dit hein, jusqu'à présent. Toutes ces marchandises-là que vous les faites venir comment? Eh bien, par hélico, comme vous avez vu aujourd'hui l'hélico qui trafique là dans le coin. Curieux paradoxe au pays de Mafate. On amène le whisky, la bière et les conserves en hélico, tandis que le courrier vient à pied. C'est peut-être cela la vertu du service public. Le peu de courrier emporté à Mafate, eu égard aux préposés que nous utilisons, n'est pas du tout rentable. Donc 2,30 francs pour une lettre à Mafate, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que les gens d'ici écrivent beaucoup? Oh, rarement. Rarement, pourquoi? Parce qu'ils sont la plupart des illettrés, hein, surtout les vieux. Même si les PTT ont la délicatesse d'attendre le départ en retraite de M. Posé pour enfin transporter le courrier par hélico et installer une poste là-haut, il faudra toujours un facteur dans le cirque pour relever les boîtes dans chaque îlette. Quant à M. Posé, après 30 ans de service, il reviendra régulièrement à Mafate pour s'occuper, comme il dit, de son petit commerce. J'ai fait une carrière à Mafate en tant que facteur, et ça, c'est pas à la portée de tous. Même les instituteurs, ils ne veulent pas faire une carrière à Mafate, même les agents forestiers, ils font 5-6 ans ou 8-10 ans, ils s'en vont, mais tandis que le facteur, lui, enfin je vous parle de moi là en ce moment, j'ai fait une carrière, je suis fier, je suis heureux d'avoir fait une carrière à Mafate en tant que facteur. La cueillette des champignons est pour beaucoup un véritable sport dans les régions. Question de flair, mais aussi de secret. On ne dévoile pas facilement les bons petits coins, d'autant plus que la cueillette des champignons peut être parfois un bon complément de revenus. Pour s'en apercevoir, il suffit d'aller au marché de Villefranche du Périgord. Putain, il est beau celui-là, hein? Ah, celui-là, il sort de l'ordinaire. Il n'y a pas de la terre, vous voyez? Et vous voyez, le fond, là, il n'y a pas un pet de déchets. Au pays de Montaigne, l'on aime les champignons. Louis Laporte les ramasse depuis plus de 60 ans avec toujours le même plaisir. Ses goûts sont sûrs et raffinés. Cèpe et girolles uniquement. Il y en a deux, là. La girole est plus facile à voir que le cèpe, mais ça pèse moins. À l'automne, dans les sous-bois périgourdins, les pousses peuvent être tellement importantes que les traditionnelles cueillettes prennent des allures de récolte. Une récolte menée discrètement, en solitaire, à l'abri des regards étrangers. Deux noirs, bouffés par les limaces. On referme le trou, en principe. On fait comme ça. Personne ne voit si on est passé comme ça. Il pèse dans les combien celui-là? Là, il fait 500 grammes. Villefranche du Périgord, 16 heures. Le marché est ouvert. Mais dit 30. Oui, c'est ça, c'est ça. Énorme. Créé au début du siècle, le marché aux champignons de Villefranche est l'un des plus importants de France. Seuls les habitants du canton et des communes limitrophes ont le droit d'y vendre. Les clients, eux, viennent de partout. Vous avez 1,8 kg. Ils sont 80 francs par kilo. Oui. Mais il y a plus cher, hein. C'est moins cher en Périgord. Parce que quand vous les faites cuire, c'est pas le même goût que ça. Ni même le même parfum. En une demi-heure à peine, les halles sont dévalisées. Qu'est-ce que vous allez en faire de tous ces champignons? Pour l'année prochaine. Et les enfants qui arrivent de Tahiti, alors là-bas ils en ont pas, hein. Les grands jours, plusieurs tonnes de champignons changent de main, une source de revenus essentielle à l'avenir de la région. Le champignon a sa grande place, en définitive, pour le maintien des agriculteurs, et notamment des jeunes, à la ferme, étant donné que c'est une source d'appoint, un appoint financier non négligeable. Dans le temps, c'était que les pauvres qui cherchaient les champignons. Je crois que maintenant, ils sont tous au même niveau parce que tout le monde les ramasse. Mais bien sûr, reste à savoir où les ramasser, et là, Louis Laporte préfère garder le silence. Voilà. Lorsqu'on évoque la pêche au gros, on pense toujours à des voyages lointains, à des océans au bout du monde, et pourtant, cette pêche peut se pratiquer tout près de chez nous. Par exemple, au large d'Arcachon,
où l'on peut s'offrir quelques frissons en allant pêcher le requin. Opération commando au large du bassin d'Arcachon. La cible rôde entre deux eaux à quelques milles des plages d'Aquitaine. Pour la frapper, un équipement haut de gamme, une technique infaillible. Le ballon, on la sert de bouchon, alors on est dans des fonds d'une vingtaine de mètres, là. Et puis on va mettre le ballon à une cinquantaine de mètres du bateau. Puis on va appâter, on va lancer des sardines, on va lancer des achetouilles, comme on appelle. Voilà, et on va attendre. Pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ils attendent. Sur tous les bateaux, pour tous les équipages, la même tension insupportable avant la délivrance. Branle-bas de combat, tout le monde à son poste, l'ennemi est au bout de la ligne. L'ennemi, c'est le mythique requin, des peaux bleues qui remontent en troupeau chaque été vers les eaux chaudes de nos côtes. La bête mesure près d'1,70 m, pèse plus de 25 kg. Une prise moyenne. Les peaux bleues atteignent parfois 3 mètres de long. Redoutables dès qu'ils sont excités par le sang, mais plutôt faciles à pêcher malgré leur puissance. Il repart un petit peu, autrement il casse. Si on ne le laisse pas repartir pour le fatiguer, il faut quand même l'amener relativement vite pour qu'il n'ait pas le temps de vraiment s'entortiller. On en a fait il y a un petit quart d'heure là, et puis on va rester encore... Bilan de l'opération, 4 requins pour 6 bateaux, loin de la pêche miraculeuse. Mais au fait, rassurez-vous et ne désertez pas les plages du sud-ouest, le requin bleu croise très rarement à moins de 10 km des côtes. Je vous emmène maintenant à la foire, une foire comme celle qui existait autrefois au Moyen-Âge dans nos campagnes. Aujourd'hui, les marchandises bien sûr ne sont plus les mêmes, mais cette foire, la foire de Pousset dans les Vosges, attire chaque année, au mois de novembre, des milliers de visiteurs. Bonjour, vous venez d'où? De Saint-Dié. Et qu'est-ce que vous allez vendre aujourd'hui? On est marchands de chevaux, on vient vendre des chevaux, des poneys pratiquement. Des chapeaux, des bonnets, des gants, tout ce qu'il faut pour le froid. Des deux? Ouais. Ça se vend bien ici? On va essayer de les vendre. On les donne pas, Comme dit la chanson, ils sont venus, ils sont tous là. Certains ont même fait des centaines de kilomètres, mais ceux-là avaient eu la prudence de réserver. C'est pas 7 mètres. Vous savez, maintenant, on est dans les dernières places. Il doit nous en rester une dizaine, hein. Alors il n'y a plus de choix. Hein. Bon, voilà, ouais, facilement, on dépasse les 1000, hein. 1000, 1020, un truc comme ça. Moi, je croyais pas c'est comme ça. Hein. Ah bon? Moi, je croyais avec des immeubles, des grands trucs comme ça, mais dans les champs de vaches comme ça, moi, c'est la première fois que j'ai vu ça. Une foire en plein champ, cela surprend toujours, mais dans la région, on est habitué. La foire de Pousset est un événement considérable, à tel point que la SNCF, qui ne dessert plus les petites communes, fait arrêter le train exceptionnellement pendant les 2 jours. Autrefois, la foire avait lieu dans le centre du village. Son succès grandissant, pour des raisons de sécurité, on l'a déplacée en périphérie. Au fil des ans, la commune a acheté des terrains, 12 hectares aujourd'hui, les a aménagés, ils ne servent qu'à cela. C'est la première sortie des Père Noël cette année. Comme tous les ans pour Pousser. C'est la première fois qu'on les sort pour Pousser. La plupart des camelots viennent de la région du Grand Est de la France. Mais chaque année, ils sont de plus en plus nombreux, originaires de Lille, de Nice, des Pyrénées ou de Bretagne. Bref, des 4 coins de France. Pour vendre le produit, il faut se déplacer maintenant, à l'heure actuelle. Posez et du bout du doigt, vous tirez. Regardez un petit peu aujourd'hui avec quelle efficacité elle est capable d'éponger 7 à 8 fois son volume en eau. C'est génial quand même. Vous en aurez déjà pour 120 francs. Et bien assurez-vous, mesdames, messieurs, c'est simplement le prix du couteau de boucher professionnel que vous allez payer. Attention, je précise, hein, ni chèque, ni mandat. C'est un peu trop. Ah oui, mais vous savez, hein. Nous, la marchandise, on l'achète en grosse quantité, il faut la vendre en grosse quantité. La foire est gratuite pour le public. Pour les exposants, il en coûte 38 francs le mètre de stand et 5 francs le mètre carré de matériel agricole. Et voilà une gratinée pour madame. Hein.
Poussé constitue à cet égard un bon test pour le commerce. Si une année, les marchands de vin ou les soldeurs de cuir viennent en nombre, c'est que les affaires marchent mal dans leur secteur. Non mais je vais pas prendre pour ça. Je trie et après je regarde. L'appareil est français. C'est pas une cochonnerie qui vient de Hong Kong, de Taïwan ou de Singapour. Marchandises ou clients, on trouve de tout à Poussé. La foire est aussi un excellent baromètre quant au porte-monnaie du consommateur. Les affaires, ça marche? Ça bricole. Voilà, allez-y, à goûter, les gars. Ça va, pour le moment, il n'y a pas grand monde, mais c'est les 10 h du matin. La grande foule, elle, n'arrive que vers midi. Les maquignons et autres éleveurs, eux, sont arrivés à l'aube. Ici, les transactions doivent se régler rapidement. Il ne s'agit pas de repartir avec les bêtes. 3000, André, vends-moi ça. 3000. 3008. Il vous le propose à combien? Comment? Il vous le propose à combien? 3005. 3000 que je lui offre. Je lui offre 3000. On verra ça tout à l'heure. Hein? Ouais, tu veux mettre? Oh, je ne vous ose pas te répondre. Demandez-lui quand même. Laisse-le, il peut être cardiaque des fois. On est usé par les frais. Allez. J'ai tout dit, on verra tout à l'heure. Non, mais mets-moi 3,55 €. Non, non, allez. C'est plein pot, Hein? ça, c'est plein pot. Bon, allez, vite. Hein? C'est bon, bien. Comment on fait? À l'origine, Poussé était une foire aux chevaux et aux noix. C'est en 1598 qu'une ordonnance du duc de Lorraine la réglemente, mais ce rendez-vous de colporteurs existait déjà au XIe siècle. Ce sont les chanoinesses de l'abbaye de Poussé qui l'ont développé et qui en percevaient les droits. Aujourd'hui, la foire constitue une confortable source de revenus pour cette commune de 813 habitants. C'est une bonne date pour l'agriculture, les récoltes sont rentrées, les produits sont évalués, ça laisse une certaine somme de disponibilité en argent et ça facilite les opérations financières. Disons qu'à Poussé, on a énormément de gens qui viennent voir nos machines et ce sont des affaires qui se confirment avant le 31 décembre. Beaucoup d'agriculteurs font leur investissement après la moisson. Ceux qui en tout cas sont certains de faire des affaires, ce sont les petits restos de campagne, sous chapiteaux. Malgré leur nombre, difficile d'échapper au plat local, l'assiette de jarret. 120 000 visiteurs viennent en moyenne sur les 2 jours. Clients ou badauds pour la plupart, la foire de Poussé constitue un objet de promenade. Les distractions sont plutôt rares ici. Et pour les anciens, elles perpétuent le souvenir d'une dernière sortie ou encore d'une dernière bonne affaire avant l'hiver. Allez, emportez les une et deux. Les 3 couvertures pour grand lit. Tiens, 500 francs, 50 000. Et allez, la poêle toute seule. Elle est en 220, 240. Et bien la poêle, emmenez-la pour rien. Et c'est sans supplément, la regardez bien. Poêle en plus, et c'est 500 francs. Pour cette 394e édition, la météo n'était pas de la partie. Pluie et vent ont un peu gâché la fête, mais qu'importe, certains ont déjà réservé leur place à Poussé pour octobre 93. Ici, on peut apporter son manger. Vous vous souvenez peut-être de cette pancarte qu'on voyait autrefois dans certains cafés. Eh bien, un restaurateur a décidé de reprendre le principe. Mais chez lui, c'est le vin qu'on peut apporter, et c'est très étonnant, car son restaurant est situé en plein cœur du Médoc. Le Médoc est toujours resplendissant. La couleur des châteaux, mêlée à celle de la terre et des vignes, donne une couleur sensible, touchante, presque appétissante. Une couleur qui donne faim et envie de déguster un cru bourgeois ou pourquoi pas un cru classé. Ici comme ailleurs en France, on mangeait beaucoup. Au déjeuner du 11 novembre de 1921, il y avait du civet, du filet de bœuf et pour calmer la faim, du canard rôti. Et surtout, les clients apportaient leur vin. Eh bien, cette formule, Jean-Claude Barbier l'a reprise à son compte 70 ans plus tard, en scrutant le client. Salut les amis. Salut. Ça va? Oui, toi? Ça va, ça va. Qu'est-ce qu'il a apporté là-dedans? C'est pas dit. Comme on le fait, on se le boit, hein? Au Lion d'Or, on vient avec ses bouteilles, les bonnes de préférence, et là-dessus, faut pas raconter d'histoire. Celui-là, là, ils l'ont taillé, ils l'ont mangé, ils ont tout fait sur celui-là. Là. Les châteaux Arnaud, c'est les châteaux pas ça. Ils ont tout fait. Mais nous, bon, on en profite. Salut mon cher ami. Salut Jean-Paul. Amenez les cartouches. Les propriétaires de châteaux ne se lassent pas de leur propre vin. Puisqu'on veut l'amener au Lion d'Or, ils ne s'en privent pas, viennent avec ce qu'il faut. Et ça défile, avec des trésors millésimés sous le bras. C'est les étiquettes, hein? Oui. C'est comme la lettre anonyme, ça c'est une infamie qui n'a pas de nom, hein? Mais ça a un nom, hein? Pas déconner.
Je vais prendre une grosse bouteille ou une petite. Vous prenez ce qui vous fait plaisir, ma pauvre. Oh, bah écoutez, elle est là, c'est le Magnum. Les propriétaires de châteaux ont en outre chacun leur casier comportant de grands crus. Sur un simple coup de téléphone au restaurant, les clients peuvent se servir, ils auront la clé, ça évite les additions indigestes et ça défile toujours. Vous avez réservé? Nous avons réservé. Combien de couverts? 3 couverts. 3. 3 couverts. Et un enfant, un petit enfant là, hein. Les gars qui sont artilleurs de la guerre de 14, portez les grosses cartouches là, installez-vous là, on va regarder un peu ce qu'ils ont amené là, c'est bon, je crois. Alors 2 sur la banquette, comme dans le Boeing, hein, côte à côte. Vous voyez, je crois, j'ai l'impression que les dames préfèrent les vins un peu plus vieux. Et toi, t'as porté le tien. C'est bien, mes enfants. Et bien, je sais pas si on va pas gagner beaucoup d'argent avec le vin, mais on va laver des verres, je crois. Hein. Jean-Claude Barbier s'était dit que pour amener cette clientèle-là, propriétaire de châteaux réputés, outre le don d'animer une salle, il fallait un truc. Donnez, docteur. On s'est jeté à l'eau, mon épouse et moi-même, et on a dit, on laissera les gens amener le vin. Pourquoi? Parce que ça se faisait autrefois. Parce que c'était pratique, parce qu'on n'avait pas besoin de mettre des ronds dans la cave, parce qu'on n'avait pas les ronds pour mettre dans la cave, et puis compagnie. Et puis qu'on ne pouvait pas lutter, ni en cru, ni en diversité de cru, ni de millésimes, avec les gens qui étaient nos clients potentiels et que j'espérais faire venir ici. Je ne peux pas supporter mon vin, de lui vendre 40 francs la bouteille et de le retrouver 150 francs sur la table. Envoyer le bœuf, c'est de la vache. Ce restaurateur insolite n'a pas besoin de faire partager à ses clients l'amour du Médoc. Arsens est à côté de Margaux, une région qui fait vibrer et succomber à la tentation. Un peu de quoi boire. Ah, et dis donc, faut que je regarde quand même. Les grandes bouteilles défilent ici toute la journée pour le plus grand plaisir des clients. Des grands crus qui restent comme ça sur la table. Qu'est-ce qu'il advient de ce vin-là? Ça, c'est un grand secret. C'est la cuisine du cuisinier. Ça devient le vin du personnel. Voilà. Parce qu'un personnel a la gueule aussi fine que les propriétaires. Et puis un certain mimétisme. À vivre à côté des gens qui font bon match tous les jours. On a envie de faire bon match. Ça s'ouvre. Voilà. Il est comme un autre homme, Jean-Claude Barbier, au petit jour sur le marché quand il choisit ses produits destinés à accompagner les vins du pays toujours prestigieux et qui font chanter. Même pas trop faux. L'aumônier de ce couvent, que j'étais moi l'infervent, l'aumônier de ce couvent. Une profession maintenant dont les conditions de travail n'ont pas beaucoup évolué, elles sont toujours aussi dures. Il s'agit des pêcheurs en haute mer. Chaque jour, pour vivre, ils doivent prendre la mer, comme celui que nous avons rencontré dans le port de Saint-Guénolé, dans le Finistère. Vous avez commencé à quel âge, Simon? 13 ans et demi. Et vos parents faisaient quoi? Mes parents, ils faisaient aussi la pêche, la petite pêche côtière. Ma mère en bigoudane, c'est le jour du mariage. Là, ce sont mes grands-parents et mon père. Et ils faisaient la petite pêche aussi, en hiver, et le goémon. 4 heures du matin, port de Saint-Guénolé, les premiers matelots arrivent sur les quais. Une atmosphère particulière que connaît bien Simon Le Pape. Moussa, 13 ans et demi, Simon pêche depuis 33 ans. Un tiers de siècle au cours duquel il a gravi tous les échelons de la profession. Longtemps matelot sur des unités de pêche au large, il est aujourd'hui son propre patron à bord du Glaucos, un chalutier d'une quinzaine de mètres. Suivant le temps, le Glaucos part en mer de 1 à 3 journées. Bâtiment moderne, il est doté des derniers équipements. C'est le sondeur couleur. Ça, c'est le radar. Vous voyez le port de Saint-Guénolé. Ça, c'est la BLU. C'est un poste émetteur, récepteur, longue portée ici. On peut discuter de pêche ou autre avec un bateau qui est très éloigné. Aujourd'hui, l'Atlantique est démonté. Les vents soufflent à 80 km/h et les creux sont profonds de 8 mètres. Après 2 heures de navigation très agitée, le bateau arrive enfin sur les lieux de pêche et le chalut est mis à l'eau. Une opération toujours délicate.
Pendant ce temps, de sa cabine de pilotage, Simon établit à partir des sondeurs un plan de pêche. De ce choix dépendra le succès du coup de chalut. Une fois à l'eau, le filet, entraîné par 2 palans, coule, se gonfle et racle les fonds marins, avalant indistinctement poissons et crustacés. Plus de 80 espèces sont recensées le long des côtes bretonnes. Après 3 heures de traction, il est temps de remonter le filet à l'aide d'énormes treuils hydrauliques. Dans quelques instants, l'on saura si la chance était au rendez-vous. À peine déversés sur le pont, les poissons sont hâtivement triés par les 3 matelots. Un travail intense, toujours surveillé de très près par des centaines de mouettes surexcitées. Le filet ayant subi une avarie sérieuse et le temps forcissant, Simon décide de prendre le chemin du retour. À peine arrivé, il faut rapidement décharger les caisses pour ne pas manquer la vente à la criée. Une criée à l'ancienne qui rassemble plusieurs dizaines de marailleurs de la région. Intéressé aux bénéfices, chaque matelot touche un pourcentage de la vente, une part. Ah, il faut faire le compte, mais ça fait entre 6 et 7 000 francs. C'est une bonne journée ? Moyenne. Mais si un simple matelot gagne aujourd'hui bien sa vie, environ 12 000 francs par mois, le métier a aussi ses inconvénients. L'éloignement en est un. C'est un problème qui se pose au niveau de la famille. Au niveau de la famille, tout repose un peu sur... tout repose sur la femme. Pour les enfants, comment ça se passe? Tout jeune, ils ne se rendent pas tellement compte. Mais par la suite, leur père leur manque. Et ils le réclament assez souvent, mais c'est la situation, on n'y peut rien. Reste que cet handicap ne semble pas compromettre la profession. Au Guilvinec, des dizaines de jeunes marins attendent en effet l'autorisation de construire leur bateau avant de prendre la mer à leur compte. Ce reportage a été tourné en 1989 et depuis, les prix comme les salaires ont bien sûr changé. Noël maintenant. Et s'il y a une région française où les traditions de Noël sont peut-être plus respectées qu'ailleurs, c'est bien l'Alsace. Pourquoi? Eh bien peut-être grâce au marché de Noël qui s'installe en Alsace dès le début du mois de décembre. L'un des plus beaux, eh bien il a lieu dans la charmante cité de Kaysersberg. Des nombreuses invasions qu'elle a subies, l'Alsace, à l'image de ses cigognes, a su conserver son identité et préserver ses traditions. Et le marché de Noël en est une. Dans le style de ce qui se fait à Strasbourg et dans certaines villes rhénanes depuis le Moyen-Âge, de nombreuses communes d'Alsace ont remis au goût du jour pendant les 4 week-ends qui précèdent Noël, ce que l'on appelait au XVe siècle la foire de Saint-Nicolas. C'est une vieille tradition ici en Alsace, qu'on appelle en alsacien le Christkindlmarkt, ce qui veut dire, traduit littéralement en français, le marché de l'enfant Jésus. Et pour l'enfant Jésus, la ville de Kaysersberg, près de Colmar, s'est habillée de lumière. Aux fenêtres de cette cité médiévale, les guirlandes ont remplacé les géraniums de l'été. Créé il y a 3 ans, son marché propose toute la panoplie et les accessoires de Noël. Décorations de sapins, crèches, jouets, sans oublier les friandises, au premier rang desquelles on trouve les fameux pains d'épices. Nous avons tout d'abord de l'anis, de la cannelle, de la coriandre et de la gingembre. En fait, c'est une recette qui est connue de tout le monde, mais ce qui fait notre petit plus, c'est la recette familiale que nous transmettons de génération en génération. Si les confiseries locales peuvent ainsi être décorées à l'infini sur le thème de Noël, on ne peut pas dire que les marrons soient vraiment une spécialité de la région. Le vin chaud, par contre, convient assez bien au climat. Parfumé à l'orange, à la cannelle, à l'anis et à la vanille, il est la boisson fétiche des Alsaciens. La plupart des vins chauds qu'on connaît sont des vins rouges, mais
En Alsace, les vignerons qui avaient du vin blanc faisaient ou mélange vin rouge, vin blanc, ou avec du vin blanc seul, et ça dépend des goûts aussi. Sur ce marché de Noël, en fin de compte, c'est le stand qui marche le mieux, puisqu'avec la froidure qu'il y a, c'est là-bas que se regroupent tous ceux qui ont envie de se réchauffer un peu, quoi. Les artisans eux aussi se sont mobilisés pour la fête. En montrant leur savoir-faire, ils créent sur le marché une animation ponctuelle et vivante. Et certains, comme le potier de Kaysersberg, se sont lancés il y a 2 ans dans de nouvelles productions. Pour les choses de Noël, c'est chouette, quoi. Chaque année, on fait un peu des choses spécifiques pour montrer un peu ce qu'on peut faire, quoi. Si éventuellement, des fois, ça peut emmener d'autres commandes pour d'autres modelages, quoi. Et bon, il y a quand même énormément de monde qui viennent, donc c'est bien, quoi. Ville fortement touristique l'été, Kaysersberg a su, en renouant avec ce marché de Noël, redynamiser la ville dans un moment creux de l'année. Mais derrière ce retour à l'authentique, n'y a-t-il pas ici, comme partout, l'exploitation commerciale d'une fête religieuse? Oui, mais ce sont des choses qu'on vend en vue de cette fête de Noël. Et je suis content que tous ceux qui organisent à Kaysersberg ce marché de Noël se sont tenus strictement, ne pas faire une kermesse avec n'importe quoi, mais uniquement avec des objets qui ont trait à Noël et pour la veillée de Noël. Si les Alsaciens vous disent bien volontiers que la coutume du sapin de Noël est née ici, chez eux, ils n'oublient pas non plus de vous rappeler que l'ancêtre du Père Noël était Saint Nicolas. Figure très populaire en Alsace, il est accueilli chaque année avec beaucoup de ferveur. On remettait des cadeaux aux enfants le 6 décembre, et puis sous l'influence du protestantisme, en particulier strasbourgeois, pour l'Alsace, la coutume s'est progressivement déplacée sur la veillée de Noël, parce que les protestants ont dit que ce n'est pas Saint Nicolas qui apporte les cadeaux aux enfants, mais c'est l'enfant Jésus, das Christkindlein. Tout le monde a été sage, tout le monde a bien travaillé à l'école. Alors il faut être sage, hein. Évidemment, ce ne sont pas les enfants qui se plaindront de cette concurrence pacifique. Et si Saint-Nicolas a laissé au Père Noël le soin d'offrir les cadeaux, l'essentiel est qu'il soit, en Alsace comme ailleurs, très généreux. En Corse, pour la veillée de Noël, on a toujours coutume d'entonner de magnifiques chants à plusieurs voix, ça s'appelle la polyphonie. On a coutume aussi de manger la polenta faite de farine de châtaigne. C'est tout un programme en forme de poésie qui vous montre en profondeur cette âme corse. Loin des touristes, loin du tumulte, les villages de la montagne corse semblent se recueillir. C'est le temps des